Bienvenue dans la chaîne. Abonnez-vous pour découvrir de nouvelles histoires chaque jour. Au cœur d'Ouagadougou, où le soleil éclatant se reflète sur les rues humides, Ibrahim Traoré s'éveilla pour une nouvelle journée, portant le poids de la responsabilité de diriger son pays. Connu pour sa fermeté et sa détermination inébranlable, il était perçu comme un homme de peu de mots, mais d'action décisive. Ce mardi-là, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Une lettre simple, sans expéditeur apparent, reposait sur son bureau au palais présidentiel. Traoré fronça les sourcils, saisissant l'enveloppe. Son nom était inscrit en lettres élégantes, mais inconnues. Il hésita un instant avant de l'ouvrir. En dépliant le papier, il reconnut immédiatement la signature au bas de la page. Didier Drogba. Ce nom résonnait comme une légende vivante, non seulement dans le football, mais aussi comme un symbole de résilience et d'unité. Comment ceci est-il arrivé jusqu'à moi? Que signifie-t-il? Murmura-t-il, ses doigts tapotant légèrement le bureau. La pièce était silencieuse, hormis le bruit lointain des pas de ses collaborateurs à l'extérieur. Traoré commença à lire. Les premières lignes étaient chaleureuses, empreintes de respect et d'admiration. Drogba écrivait sur la manière dont il voyait Traoré comme une figure inspirante, un homme portant le fardeau d'une nation sur ses épaules, tout comme lui-même l'avait fait à des moments cruciaux de sa carrière. Le texte était sincère, abordant des thèmes universels, sacrifice, courage et l'impact des choix. En lisant, Traoré ressentit une émotion inhabituelle. Ce n'était pas seulement de l'admiration, mais un sentiment de connexion, comme si les mots de Drogba avaient traversé les continents pour toucher son âme. Il comprit que cette lettre n'était pas un simple message, mais une invitation à réfléchir sur son propre héritage et sa mission. L'atmosphère autour de lui semblait plus légère, comme si le poids du leadership s'était momentanément allégé. Plus tard, lors d'une réunion avec son équipe, Traoré ne put s'empêcher de mentionner la lettre. « J'ai reçu quelque chose d'inattendu aujourd'hui », dit-il, un sourire discret sur les lèvres. Une lettre de Didier Drogba. Les yeux de ses collaborateurs s'écarquillèrent. Ah. Il connaissait Drogba et l'impact qu'il avait eu sur son pays. Traoré expliqua le contenu, omettant les détails personnels, mais soulignant l'effet émotionnel. À la fin de la journée, il décida de conserver la lettre dans un endroit spécial, conscient que ce moment resterait gravé dans sa mémoire. En parcourant les couloirs du palais, il se demanda ce que Drogba avait vraiment voulu exprimer. Est-ce un fardeau qu'il me transmet? Ces questions tournaient dans son esprit alors qu'il se préparait à affronter une nouvelle journée de défis. Les mots de Drogba continuaient de résonner dans l'esprit de Traoré tout au long de la journée. Entre réunions et engagements officiels, il trouvait de brefs instants pour se perdre dans les réflexions suscitées par la lettre. Une phrase en particulier retenait son attention. Parfois, la plus grande force ne réside pas dans le fait de brandir des armes ou d'ériger des murs, mais dans le fait de tendre la main et de construire des ponts. Ces mots semblaient écrits pour lui. Plus tard, lors d'une réunion avec son équipe de confiance, dont son bras droit, Carlos Mendoza, un stratège colombien devenu ami proche, Traoré évoqua la lettre. « Connais-tu Didier Drogba » demanda-t-il, hésitant. Carlos sourit. « Bien sûr. Il est bien plus qu'un footballeur. C'est un homme qui a utilisé sa voix pour unir un pays divisé. » Traoré hocha la tête, mais son expression trahissait une réflexion plus profonde. Au fil de la conversation, il partagea des extraits de la lettre, omettant les aspects personnels, mais insistant sur l'impact émotionnel. Carlos observa son ami avec attention. « Cette lettre arrive à un moment crucial, » dit-il enfin. « Peut-être est-ce un signe qu'il te faut regarder au-delà des batailles quotidiennes et réfléchir à l'héritage que tu veux laisser. » Les mots de Carlos frappèrent Traoré comme un éclair, intensifiant les réflexions déjà entamées. Ce soir-là, il retrouva Rosa, sa jeune sœur, qui travaillait comme assistante sociale sur des projets pour les femmes marginalisées. Elle remarqua immédiatement un changement en lui. « Ibrahim, tu sembles différent » dit-elle, curieuse. Il hésita, puis lui montra la lettre. Rosa la lut en silence, les yeux embués de larmes. « C'est puissant » murmura-t-elle enfin.
Elle encouragea Traoré à agir en s'inspirant des réflexions suscitées par la lettre. Tu as le pouvoir de faire quelque chose de grand ici, ajouta-t-elle. Ne laisse pas passer cette opportunité. Traoré l'écouta en silence, mais ses mots résonnaient profondément. Il savait qu'il devait prendre une décision sans encore savoir laquelle. À la fin de la soirée, il décida de faire quelque chose de différent le lendemain. Il ne voulait pas seulement absorber les mots de Drogba, mais les transformer en actions concrètes. En se préparant à dormir, il pensa « Et si c'était le moment de changer ma façon de diriger ?» Cette idée lui apporta une clarté nouvelle, mêlée d'incertitude. Cette nuit-là, Traoré décida de marcher dans les rues d'Ouagadougou, une démarche rare sans escorte maximale. Il avait besoin d'espace pour réfléchir, pour comprendre le tourbillon d'émotions déclenché par la lettre. En déambulant, il observa les gens autour de lui. Des enfants jouant, des marchands fermant leurs étals, des familles réunies autour de petits feux. Une scène simple mais profondément humaine. Il s'arrêta sur une place où des jeunes jouaient au football sous la lumière d'un réverbère. En les regardant, Traoré se remémora sa propre jeunesse, lorsque le sport était une échappatoire à une réalité dure. Le football a toujours été plus qu'un jeu, murmura-t-il. C'est un langage universel. Cette pensée le ramena à Drogba, qui avait utilisé le sport comme outil de paix en temps de crise. De retour au palais, il croisa de nouveau Rosa. Elle remarqua un changement en lui, comme s'il avait trouvé une nouvelle perspective. « Cette lettre t'a vraiment touché, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. Traoré hocha la tête. « Elle m'a fait réaliser que je dois faire plus que gouverner, je dois inspirer. » Plus tard, Carlos apporta des nouvelles de manifestations dans certaines régions du pays. « Les gens sont fatigués, dit-il. Ils veulent du changement réel. » Traoré écouta en silence, mais ses mots résonnaient profondément. Il savait qu'il devait agir, sans encore savoir comment. À la fin de la soirée, il décida de faire quelque chose de différent le lendemain. Il ne voulait pas seulement absorber les mots de Drogba, mais les transformer en actions concrètes. En se préparant à dormir, il pensa « Et si c'était le moment de changer ma façon de diriger ?» Cette idée lui apporta une clarté nouvelle, mêlée d'incertitude. Le lendemain, Traoré organisa une conférence de presse inattendue. Les journalistes furent surpris lorsqu'il entra dans la salle, son expression mêlant gravité et vulnérabilité. Il commença par parler de la lettre de Drogba, citant des passages qui, avaient profondément touché son cœur. Ces mots m'ont fait réaliser que, en tant que leader, mon rôle n'est pas seulement de protéger mon peuple, mais de l'inspirer à construire quelque chose de plus grand, déclara-t-il. En parlant, Traoré dévoila un projet, une initiative nationale de paix, inspirée des actions de Drogba lors des crises en Côte d'Ivoire. Il proposa un programme pour rassembler différents groupes ethniques et politiques à travers le sport, l'éducation et le dialogue. « Je veux que nous soyons tous les architectes d'un nouveau Burkina Faso », affirma-t-il, la voix tremblante d'émotion. La salle resta silencieuse, beaucoup de personnes visiblement émues. Traoré reçut des messages de soutien du monde entier, y compris une réponse personnelle de Drogba. « Votre décision d'agir est votre véritable héritage », écrivit l'ancien footballeur. Traoré lut ce message en privé, laissant enfin couler ses larmes. Ce fut un moment de transformation, à la fois personnel et collectif. Rosa et Carlos le soutinrent durant cette période, l'aidant à mettre en œuvre le programme de paix. Ils organisèrent des événements sportifs et des débats publics réunissant des communautés autrefois divisées. Traoré participa activement à ces initiatives, écoutant les voix de son peuple et apprenant d'elles. À la fin du mois, des résultats commencèrent à se manifester. Les tensions diminuèrent et les gens se mirent à travailler ensemble pour un avenir meilleur. Traoré réalisa que le véritable pouvoir des mots réside dans leur capacité à toucher les cœurs et à transformer les réalités. Les mois suivants furent marqués par des changements significatifs. Le programme de paix gagna en ampleur avec des communautés se réunissant lors d'événements sportifs et de débats publics. Traoré, autrefois perçu comme une figure distante, devint plus accessible, participant activement et écoutant son peuple. Carlos, Rosa et d'autres proches remarquèrent ce changement. « Tu sembles plus léger, » dit Rosa un jour, « comme si tu avais trouvé un nouveau sens à ta mission. » Traoré sourit.
Je crois que j'ai enfin compris que le leadership ne consiste pas à tout contrôler, mais à inspirer les autres à être meilleurs. La lettre de Drogba, initialement un simple geste amical, devint un catalyseur de changement profond. Traoré comprit que le véritable pouvoir des mots réside dans leur capacité à toucher les cœurs et à transformer les réalités. Il savait qu'il n'oublierait jamais l'impact de ces mots. À la fin de l'année, le Burkina Faso était sur la voie de la guérison. Les divisions qui avaient autrefois entravé le pays commencèrent à s'estomper, remplacées par un sentiment d'unité et d'espoir. Traoré savait qu'il restait beaucoup à faire, mais il était convaincu que le pays avançait dans la bonne direction. Des années plus tard, lorsqu'on lui demandait quel moment avait marqué son leadership, Traoré citait toujours la lettre de Drogba. Ces mots m'ont appris que l'impact d'un leader ne réside pas seulement dans les décisions qu'il prend, mais dans les connexions qu'il crée. Confia-t-il dans une interview. Le Burkina Faso prospéra sous sa direction, devenant un exemple de résilience et d'unité. Traoré n'oublia jamais la leçon apprise. Comme dans le football, la vie consiste à construire des ponts, non des murs. En marchant dans les rues d'Ouagadougou, entouré des bruits de son peuple, il savait qu'il avait honoré l'héritage de Drogba à sa manière. Le vrai but, disait-il, n'est pas marqué sur un terrain, mais dans le cœur de ceux que nous inspirons. Cette phrase devint un mantra pour lui et son peuple, un rappel constant du pouvoir des mots et des actions. Carlos et Rosa restèrent à ses côtés, l'aidant à lancer de nouvelles initiatives et à renforcer l'unité du pays. Ils savaient que le travail ne s'arrêterait jamais, mais ils étaient fiers des progrès réalisés ensemble. À la fin de sa carrière de leader, Traoré rédigea sa propre lettre au peuple du Burkina Faso. Il y remercia son peuple pour tout ce qu'ils avaient accompli ensemble et réaffirma son engagement envers l'avenir du pays. Notre héritage, c'est la paix, écrivit-il, et notre mission est de la maintenir en vie.